Colonel Mirdan, bonjour, Boker Tov et Shavua Tov. Bonjour Shavua Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je dois vous avouer qu'on a bien besoin de votre expertise ce matin pour essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que la semaine dernière, on a eu le sentiment que le cabinet restreint pour la sécurité nationale avait décidé de ne pas prendre une décision véritablement déterminée concernant, en particulier au lendemain de ce tir de missile Grad contre Be'er Sheva, qui avait touché une maison à Be'er Sheva. Et on a eu le sentiment quelque part que l'échelon politique et peut-être aussi l'échelon militaire piétinaient un peu et ne savaient pas trop comment gérer la situation. Et finalement, on voit que les menaces lancées par les Israéliens ont apparemment eu un résultat, puisque la situation s'est calmée et que vendredi le Hamas a tout fait pour éviter des débordements. Expliquez-nous, est-ce que le Hamas a peur d'Israël? Est-ce que le Hamas, est-ce que l'État d'Israël, l'armée israélienne a encore une force de dissuasion face au Hamas, ou bien c'est tout à fait tactique et le Hamas risque du jour au lendemain de reprendre à nouveau ces mesures et ces tirs en direction du territoire israélien? Alors, tout d'abord, je dois corriger quelques mots que vous avez dit. C'est l'échelon politique qui piétine ou qui cherche son chemin et non pas l'échelon militaire. L'armée sait exactement quoi faire par rapport aux ordres qu'il reçoit. Oui. Et ça doit être très, très, très précis et très clair. L'armée a tous les moyens de faire n'importe quoi. Oui. Vous le soulignez parce qu'il y a eu des critiques qui ont été émises également contre le chef d'état-major. Oui, parce qu'on attaque le portier au lieu de prendre la décision qu'il faut que ce soit clair et net. L'armée est capable de faire plusieurs activités. À côté de ça, il faut comprendre quelque chose. Ça ne s'est pas passé vendredi dernier ou vendredi d'avant. On a déjà discuté de ça. Il y a un manque de gestion de patronat sur la bande de Gaza. C'est vrai que le Hamas officiellement contrôle la région, mais pas du tout physiquement. Et ceux qui ont eu peur du concentrement de forces israéliennes à côté de la frontière de Gaza, c'est les fractions qui font le bruit et qui font tous les émeutes là-bas à côté de la frontière. Et ils ont les deux côtés ont compris que ça a été trop loin et qu'il y a un pas de trop. Mais quel jeu joue le Hamas, Meir, là-dedans? Parfois, on a l'impression, et vous nous le dites effectivement, vous donnez l'impression que le Hamas ne contrôle pas tout ce qui se passe dans la bande de Gaza. Mais voilà, par exemple, le Hamas est entraîné par ces groupes extrémistes gérés par des différentes forces comme l'Iran et comme la Turquie et comme le Qatar, etc., etc. Aujourd'hui, le Hamas n'est pas le gestionnaire de la région. Il suit, il essaie d'appliquer sa notoriété par rapport aux événements qui se passent. Même pour les 2 missiles qui ont été tirés la semaine dernière, ils ont trouvé un besoin de s'excuser par rapport à une erreur technique ou un bruit de... Ok. Alors, à partir du moment où le Hamas, vous dites que le Hamas ne veut pas aller à une confrontation, pourquoi aussi, bien finalement, il n'essaye pas de parvenir, ou il donne le sentiment de ne pas véritablement vouloir parvenir à un cessez-le-feu, et à plus forte raison à une trêve? Je vous rappelle que les négociations n'ont jamais cessé. Il y a eu quelques jours d'arrêt où les Égyptiens ont pris ont piqué un coup de cuisse et ils sont retirés de la région à croire qu'ils ont raté le son de cloche. Mais ça n'a jamais arrêté les négociations. Ils sont au beau milieu. Donc j'imagine qu'il y a des choses qui vont surgir dans les jours qui viennent. La position du gouvernement israélien qui semble clairement ne pas vouloir aller à une confrontation, on va dire confrontation militaire massive, est-ce que finalement elle n'est pas le reflet d'une forme de faiblesse de la part de l'État d'Israël? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il faut comprendre que nous sommes dans une période d'élections municipales et nationaux.
ça n'a pas été encore déclaré, mais on va pour, c'est dans les semaines à venir, les mois à venir. Donc c'est pas une opération à Gaza, ne va pas du tout avec ça. Et il faut dire la vérité, dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire à la bande de Gaza? On fera quoi? Oui. Quelle est la solution? De rentrer et puis quoi? Et faire briser les différents groupes là-bas et puis quoi? Et le lendemain, il se passera quoi? Si ça aurait été fait par rapport à une négociation avec Abou Mazen de convenir qu'on rentre et on le tire avec nous à l'intérieur, bon, ça c'est une vision, ça c'est une gestion de situation. Mais là, on fera quoi? Il n'y a personne qui prendra la relève. Ça veut dire quoi? On revient 30 ans en arrière? Pourquoi faire? Alors, cela nous condamne l'État d'Israël à rester, à être, on va dire, otage de cette situation dans la bande de Gaza. C'est que finalement, le Hamas, c'est lui qui va faire souffler le chaud et le froid quand il le voudra. Pas tout à fait, parce que quand même, on réagit et il y a d'autres possibilités. Vous savez, il y a la possibilité de faire du bien aussi. Et à côté, en face de nous, il y a aussi 2 millions d'habitants otages aussi, de vrais otages. Oui. Eux, ils n'ont rien à manger, rien à boire, ils n'ont pas d'électricité, ils vont vers un hiver qui est douloureux pour eux. Enfin, il y a des choses très très mauvaises qui se passent des deux côtés. Donc il y a aussi l'option du bien. Est-ce que finalement l'Égypte aujourd'hui n'est peut-être pas le médiateur adéquat à une telle situation? On avait parlé il y a une dizaine de jours de l'influence du Qatar. Non, c'est les seuls qui peuvent vraiment emmener la situation entre eux et Israël. C'est les deux portes d'entrée et sortie des Gazaouis. Donc il y a pas d'autre, c'est-à-dire le Qatar n'a pas un rôle à jouer dans cette... Le Qatar, c'est l'argent. Vous savez, à s'en servir de l'argent de Qatar, c'est vraiment chercher des problèmes à long terme, parce que l'intervention de Qatar, c'est ce qui a amené, entre autres, la situation à dégrader à la bande de Gaza. Donc Meir, vous nous dites que la situation actuelle, elle est plus ou moins gérée comme cela, mais par exemple, on peut craindre une nouvelle escalade de la violence pour n'importe quel prétexte. À chaque seconde, ça peut venir, parce que à l'intérieur de la bande de Gaza, il y a des groupes qui ont d'autres motivations que le Hamas. Et ça a toujours été le problème, et c'est toujours encore aujourd'hui le problème, encore plus grave que jamais. Alors, ça peut craquer à chaque seconde. On a déjà parlé de ça, Daniel. Je vous ai dit qu'à mon avis, la seule solution réelle, c'est une force internationale. De Gaza, c'est une force combattante internationale, pas de l'ONU. Des unités qui sont prêtes à venir et imposer l'ordre là-bas, et petit à petit faire rentrer peut-être à Boumazen ou trouver une autre solution. Je sais pas. Bien, merci beaucoup Meir. Je voulais également, puisque comme je le disais tout à l'heure, nous commémorons, l'État d'Israël commémore aujourd'hui 12 Reshvan, le jour anniversaire de l'assassinat d'Yitzhak Rabin, Zichrono Livracha. Je voudrais avoir votre appréciation, vous qui avez une longue carrière militaire, sur l'impact de cet assassinat dans la société israélienne. Dire à nos auditeurs, généralement des Olim Hadashim qui n'ont pas connu cette période extrêmement douloureuse et tendue de la vie de l'État d'Israël, qu'est-ce qui a changé après l'assassinat d'Yitzhak Rabin et qu'est-ce que ça a représenté pour vous plus personnellement? Eh ben, je commençais par sur le plan personnel. Je me suis senti le désarroi complet. J'étais blessé, gravement blessé moi-même. On a tous saigné, et peu importe de quel côté de la carte politique on était, et avoir touché notre Premier ministre de cette façon, ça nous a vraiment bouleversés. Vraiment. À vous dire que les conclusions ont été tirées depuis? Non. Le Shabak a tiré les conclusions, donc aujourd'hui il y a 50 au lieu de 30, mais la société israélienne est restée toujours violente, toujours aujourd'hui on est témoin à des expressions très, très radicales,
dans la société israélienne, les bouts deviennent de plus en plus radicaux, mais dire qu'on a vraiment tiré les conclusions, non, c'était considéré comme un cas personnel de Yitzhak Rabin et rien d'autre. D'ailleurs, il y en a qui sont très très contents en disant que l'assassinat a vraiment arrêté les accords d'Oslo et ont freiné au moins les accords d'Oslo. Vous pensez que ce n'est pas vrai? Je pense que malheureusement, d'une certaine façon, c'est vrai. C'est vrai que depuis Rabin, il n'y a pas eu un Premier ministre qui a bougé quelque chose. Même si on peut dire qu'il n'y a pas eu du côté palestinien d'interlocuteur qui ait eu le courage d'aller... Bien sûr. Il faut le dire que... il faut se rappeler de l'époque, c'était Arafat qui a joué les deux bouts des choses. Mais pour nous, ça a été un drame. Vraiment, l'assassinat de Rabin, c'était un drame. Surtout lui, c'est un héros militaire, national, et sur tous les plans, et un homme qui a eu le courage de le faire, de faire quelque chose. Sharon aussi, d'ailleurs, a osé de faire quelque chose, et voilà où on est aujourd'hui avec la bande de Gaza. Est-ce que ça a été le bon pas? C'était un pari qui n'a pas marché, malheureusement. Merci beaucoup, colonel Meir Dan, de nous avoir éclairé sur la situation dans la bande de Gaza et de nous avoir confié vos sentiments en cette journée anniversaire de l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Bonne journée, shalom, shalom. Merci, David, au revoir. Voilà, nous allons marquer une pause et tout de suite après la chronique d'Eliana Grufinkel, un jour notre histoire.